Bon, bonsoir, nous revoilà. Là, c'est une combinaison de personnes que vous avez déjà vues sur notre chaîne. Et ce soir, on s'est réunis. Bon, c'est la fin de l'été, chacun part de son côté. On voulait quand même avoir une dégustation avec de très bons vins que chacun a portés pour un peu se réunir et discuter de choses différentes, mais qui ont quand même des traits communs. Donc, on a choisi, on a quand même passé un très long moment à choisir, pour choisir les vins. Et on s'est dit qu'on allait être dans des vins quand même plutôt costauds. Donc, pas de Bourgogne, pas de Barolo, mais on avait choisi un Bordeaux, une Côte-Rôtie et un Cabernet de Napa. Et donc, on va les Un présenter. Bordeaux Blend de Napa. Oui, d'accord, mais on va en parler. Tu vas en parler. Tu auras le... donc là, on a commencé par un blanc parce que il faut toujours faire ça. Donc, on va un peu commenter tout ça avec vous ce soir. Le blanc, on n'en a plus, donc on ne pourra pas le déguster avec vous. C'était un Condrieu de Xavier Gérard que Jean-Pierre nous a apporté. Xavier Gérard, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui dans la région, dans le nord du Rhône, avec ses Condrieux, avec ses côtes-rôties, avec certaines cuvées qui sont quand même assez difficiles à trouver. Donc moi, j'étais bien content de commencer à le connaître avec son Condrieu. Et ça, c'était un très bon début pour nous. Moi, je le connais très bien, c'est un ami. D'accord. Donc lui, si tu veux dire quelques mots. Non, c'est juste pour dire comme ça. Donc j'ai des connexions, quoi. Il a des connexions. Donc, si vous voulez des connexions, vous appelez Jean-Pierre. Bon, donc ça, c'est le... Après, on a commencé par un Bordeaux, un demi-neuf, un Pomerol, le demi-neuf, aussi de Jean-Pierre. Et donc ça, c'était un Château Lagane. 2009, Pomerol, 90% Merlot et 10% Cabernet Franc. Bon, c'est un peu un assemblage typique. Oui, très typique du Pomerol. Et donc ça, c'est nos Bordeaux. On a quand même des verres différents pour chaque vin. Comme ça, on ne va pas se prendre les pédales dans le truc, et surtout après 2 heures de... Parce qu'on ne croit plus notre nez après 2 heures. Donc là, ça quand même, vas-y Jean-Pierre, je te donne le micro. Tu veux commencer avec le Bordeaux? Non. Je présente d'abord tous les vins, et puis après je parlerai de la complexité de cette soirée. Ah, d'accord. Bon, écoute. Là, le deuxième vin, c'est une côte-rôtie de Rostin. Comme vous pouvez le deviner, c'est un de mes vins favoris. Donc c'est une London de 2001. De chez Rostin. Et je vais essayer de comparer un peu à la Côte Blonde de 2001 qu'on a dégusté il y a quelques mois. Et le troisième, c'est un Napa. C'est un assemblage un peu bordelais, mais c'est vraiment un Cabernet de Napa en 2014 de Quintessa, qui est une des grandes propriétés du côté de Rutherford, Oakville, tout ça dans la région de Napa. Donc il y a quand même une progression, il y a quand même une diversité, mais c'est des vins qui peuvent tous se tenir tête, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas trop de subtilité, donc c'était un peu l'espoir qu'on avait en les assemblant. Jean-Pierre, je te passe le micro. Alors, la préparation de cette soirée dégustation a fait l'objet de nombreuses réunions au sommet. À toute heure. À toute heure. Et la difficulté, c'est d'avoir une certaine gradation des goûts pour faire en sorte qu'on ne boive pas un vin très lourd après un vin élégant mais trop léger. Et la question, par exemple, je vais vous poser une question, je serais intéressé par les réponses des gens. Est-ce qu'on met un Pomerol avant un côte-rôtie ou est-ce qu'on met un côte-rôtie avant? Sachant qu'on termine par un Napa. Sachant qu'on termine par un Napa. Bien sûr. Toujours, parce qu'après un Napa, on ne peut quasiment plus rien boire, à part du miel qui a été macéré pendant un siècle dans une cave quelque part dans le nord de la Californie. Bon. Donc on a quand même décidé sur ce choix et il faut qu'on revienne là-dessus et voir si on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. On conclura plus tard après avoir décrit. C'est ça, d'accord. Et je pense que c'est une difficulté fondamentale ce genre d'exercice parce que les vins sont différents. On a essayé de choisir des vins quand même, alors on l'appelle leur côté lourd, mais moi j'avais, pour donner une indication, j'avais volontairement choisi un Pomerol pour son côté plus léger par rapport par exemple à un Médoc. Donc en pensant que le Merlot
serait très arrondi commencerait bien la soirée. Et d'ailleurs, j'avais insisté pour qu'on démarre par un blanc pour s'ouvrir le palais. Parce que c'est quand même compliqué de démarrer une soirée, même avec un pomerol. Donc, pour moi, il faut s'ouvrir le palais avec un goût encore plus arrondi pour démarrer la soirée. Voilà. Je crois qu'on a bien fait, donc ça s'est très bien passé au début. Et là, on va parler du pomerol. Et donc là, voilà, c'est notre vin. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est quand même une belle couleur, une belle robe, un tout petit peu évolué autour. Donc on voit sur les bords, donc on voit que ça commence à se passer. Bien que 2009, c'est une de ces années, en fait, qu'il faut attendre. Dans les très grands vins, il faut attendre encore peut-être 10-15 ans. Mais là, je crois que c'était bon, le bon moment pour ce vin précis. Et bon, on va récapituler parce qu'on a déjà tout goûté. Et donc, c'était quand même un vin avec la belle couleur. C'était un peu fermier quand même, on en a parlé dans certaines caractéristiques. Ce qui est, moi j'adore ça parce que ça vous rapproche de la terre. T'avais un peu les épices du merlot. C'était très rond. Je crois pas que moi j'ai pas vraiment senti le Cabernet Franc, donc je sais pas. Ça aide peut-être, ça ajoute quelque chose dans le subconscient. Mais c'était rond, c'était pas d'aspérité. On a parlé de ça aussi. C'était un peu fermier. C'était une espèce c'est un vin honnête. C'est un vin qui n'a pas trop d'alcool. Donc c'est quand même une belle ouverture en matière. Entrée en matière, et là je le confirme parce que bon, c'est des vins qui sont ouverts depuis déjà plusieurs heures. C'est un vin qui a du plaisir tout de suite en bouche et qui vous fait, qui fait plaisir. À mon avis, c'est ça. Qu'est-ce que tu crois? C'était un vin très très agréable pour un vin de départ dans la dégustation, c'est-à-dire qu'après le blanc, il est arrivé très très bien. Il a une bonne, je dirais, il y a un bon lien entre l'expérience olfactive et l'expérience de tasting du vin. Donc il n'y a pas de surprise quand on passe de l'expérience olfactive au tasting. Et c'est un vin qui a sa rondeur, qui est très agréable. Très très agréable. Pas très très long en bouche, mais très agréable. Alors ce que je voudrais ajouter, c'est quand même un peu rassurer nos amis. Parce que les 2009, vous commencez à les voir. Parce que si j'écoutais mon ami Gassan, on les boirait après notre mort, n'est-ce pas? Alors, c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants. Oui. Ou quand l'Académie t'interdira de boire du vin. Alors, à la dégustation, son attaque, quand on l'a bu il y a 2 heures, l'attaque était beaucoup plus franche. Et évidemment, comme tous ces vins qu'on ouvre trop longtemps, il a perdu ses légers, donc l'attaque est beaucoup moins franche au départ. Ce qui est un petit peu un problème, je pense, parce que j'aime bien, moi, les vins qui ont une petite attaque franche, un peu acide au départ. Mais tu ne ressens pas de cette acidité. On le ressentait il y a 2 heures, mais elle n'y est plus. Non, mais elle est plus. Ah ben moi, je la sens moins. Non, moi, je la sens plus. Ah bah, donc ça, c'est quand même quoi. Comme quoi, il faut faire les vidéos comme seul. Voilà. Voilà. Bon, moi, je la sens beaucoup moins, en fait. Non, moi, je la sens tout de suite, là. Bon, donc on a quand même eu un débat. C'est pour ça qu'on s'est réunis pendant des heures sur la nécessité ou pas de déboucher les bouteilles à l'avance. Alors voilà. Donc alors là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. On a pris 2 heures de débat. On n'est toujours pas d'accord. Et même après avoir goûté, après avoir dégusté, on n'est toujours pas d'accord. Donc bon, c'est intéressant, mais malheureusement, ça ne vous donne pas une réponse précise. Juste pour information, pas pour réponse, mais pour information, celui-là a été ouvert à peu près 3 heures avant la dégustation. Le tien, Gassan, a été ouvert 12 heures de la dégustation. À 9h du mat. 9h du mat. Et celui-là a été ouvert 4 heures ou 5 heures avant la dégustation. Oui. Et bon, moi, je l'ai toujours dit, je préfère qu'un vin ait déjà eu l'occasion de s'ouvrir, de s'exprimer, d'évoluer un tout petit peu. Comme ça, on a plus accès à la variété des palettes qui existent dans le truc. Bon, ce que dit Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord, il y a une différente attaque
quand le vin vient d'être ouvert. On le sent toujours, on a toujours ça dès qu'on ouvre le vin, mais on perd autre chose, à mon avis. On perd de la complexité, de la subtilité, on perd un peu sur la longueur. Donc, il n'y a pas de réponse, à mon avis, absolue. Ça dépend de ce qu'on préfère ressentir. On a vu un commentaire qui me paraissait intéressant, c'est qu'en fait, dans l'évolution, il y a plusieurs étapes. C'est ça. Et donc, ça dépend à quel moment on Tu veux être où. Tu veux être de 0 à 2, ou tu veux être de 5 à 8, ou tu veux être de 9 à 11. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pas possible d'avoir tout ça. Sauf Gassan qui, lui, le boit toutes les heures. Il boit toutes les heures. C'est ça, si tu le goûtes toutes les heures, alors là, tu as toutes les phases, mais il n'en reste plus rien après pour les copains. Et donc, j'aurais peut-être dû en ouvrir 2. Voilà. Une pour moi, une pour vous. C'est pour ça qu'exceptionnellement, on l'a mis dans la vidéo, sinon on ne vous l'aurait pas montré. donc ça, c'est un débat qui n'a pas été tranché. On va passer au deuxième vin, parce que sinon... Bien sûr. Donc là, c'est la côte rôtie. On a choisi que ça allait être en deuxième. Bon, c'est plus subtil, c'est peut-être plus raffiné que l'autre, mais bon, c'est pas comme le Napa, donc ça peut-être passer entre les deux. Et donc là, moi, je vais vous dire, et vous pouvez, je sais pas si vous voulez prendre ça, mais là, je reviens un peu à la couleur. Quand même, elle est elle n'est pas du tout évoluée, à mon avis. C'est quand même une bouteille de 24 ans d'âge. Il n'y a pas de cercle autour, très peu. C'est la couleur d'une bonne Syrah qui est un peu plus claire, qui a ce côté violet, mais clair, dans la robe. C'est quand même un tout petit, pas mal d'acidité, mais moins que la côte blonde. On voit ça même au nez. Moi, j'ai senti la violette que je sens toujours chez les Rossins, mais mes deux copains là, ils n'ont pas senti. Donc il y a quand même un tout petit peu un côté floral pour moi. Et pour revenir sur ton point d'acidité, oui. Je trouve que j'ai beaucoup plus d'acidité. Je le ressens plus l'acidité dans la côte rôtie que dans le. Absolument. Là, absolument. Plus. Plus. Bon, c'est pas. Mais c'est vrai. Je crois que ça a peut-être quelque chose à voir avec le millésime ou avec le style de Rostin cette année-là, parce qu'on a bien dit, on l'a vu, on l'a commenté sur la vidéo qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois sur la côte blonde, qu'il y avait quand même un peu trop d'acidité. Là, à mon avis, ça passe beaucoup mieux. Et donc, et puis il y a un peu le côté poivré, il y a le côté plutôt, bon, moi je sens un peu la violette, mais eux ils peuvent s'exprimer, mais ça repart un peu dans le côté un vin un peu plus vieux, un peu plus évolué, peut-être un peu de cuir. Là, je vais me faire taper dessus par Jean-Pierre. Mais un peu de poivre vert. Le poivre qui est typique quand même de la Rhône, du Rhône. C'est sous-jacent. Hein. Non, mais c'est fin, c'est des couches qu'il faut vraiment décortiquer, à mon avis. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à un certain type d'amateurs de vin, et peut-être pas à tout le monde. Donc là, je vous laisse vous exprimer, parce que je sais que vous avez... c'est sûr, c'est pas pour les vieilles dames dans un salon de thé. Bon, je trouve que c'est un vin très fin, qui a son acidité, qui reste bien longtemps en bouche, donc l'expérience se prolonge, et ça, c'est très agréable. Je pense qu'en fait, c'est une bonne transition entre les deux autres vins, même si c'est pas forcément... C'est pas une progression. C'est pas une progression, c'est une transition. Ouais. Même si c'est pas une progression naturelle, effectivement. Mais ça s'est très bien arrangé entre les trois vins, je trouve. Alors moi, je vais peut-être faire une remarque. Oui, vas-y. Un peu désobligeant. Oh non, mais je ne serai jamais désobligeant avec toi, Gassan. Avec moi. Voilà. Non, disons un peu provocante. Ouais. On a des opinions assez différentes avec Gassan sur, les deux sont respectables, hein, sur quelle est la valeur de faire vieillir le vin. Pour moi, comme toute chose dans ce monde, les vins vieillissent et au bout d'un moment deviennent imbuvables, il faut quand même le dire. Le début du vin est imbuvable, la fin du vin est imbuvable. Bien Donc sûr. Il y a un optimum quelque part. Il faut savoir vraiment taper dans le mille. Oui. Voilà. Et pour moi, l'optimum se situe au moment où la dernière note de fruit disparaît. Juste à ce moment. Ah. C'est un moment miracle. C'est un moment éphémère. Inatteignable. C'est l'orgasme. C'est proustien. Voilà. Écoute, ça, tu parles pour toi. Ce que je pense, c'est que dans les Bourgognes et dans les Syrahs, je pense en général que ce moment est atteint un peu plus tôt
qu'avec des vins Plus lourd. disons, le plus lourd, de garde De Cabernet. et de Cabernet, enfin, des vins avec plusieurs cépages. Et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce vin est en bouche agréable, etc. Mais on n'a plus la dernière goutte du fruit. C'est possible. Non, c'est vrai. On a moins de fruits et plus d'autres choses. Voilà. Mais ça revient un peu à ça. Et donc, si votre but est de trouver ce moment idéal juste avant la disparition du fruit, on l'a probablement dépassé. Ça, on est d'accord. Mais alors, il y a un vocabulaire très riche pour décrire ce vieillissement. Pour ne pas dire cette gériatrie. Alors, le vieux cuir, alors pour ne pas dire la vieille semelle, la semelle Non, bouillie. mais écoute, arrête, alors là. Non, mais je pense que quand même, dans le vieillissement des vins, la façon de faire les vins a beaucoup d'importance. Donc, dans une même région ou dans un même cépage, tu peux avoir des vins qui vieillissent beaucoup mieux que d'autres, suivant la façon comment les vins ont été faits. Moi, je pense que c'est surtout Donc, l'exposition on du ne vin. peut pas avoir une Et la vision, sélection. à mon avis, on ne peut pas avoir une vision globale du vieillissement du vin, par exemple, sur une région, en disant... Mais ça rend les choses encore plus difficiles. Bien sûr. Parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr. Ça dépend de chaque vin. Et moi, suis d'accord là-dessus. je me fie pas mal aux opinions des gens qui ont déjà bu. Donc, il y a pas mal de forums en ligne, il y a pas mal de sites internet sur lesquels on voit des gens qui ont déjà dégusté ce vin il y a un mois ou deux. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Et ça vous donne un peu une idée, que ce soit sur Cellar Tracker ou sur d'autres sites internet. Ça vous donne déjà une idée de l'évolution de ce truc. Et on ne peut pas toujours cibler dans le mille. Donc, parfois, on va rater le moment optimum d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça qu'il faut faire des verticales très souvent. Très souvent, Mais il faut avoir plusieurs de chaque bouteille. Mais le sol, peut-être je me trompe, mais je pense que le sol vignoble a publié des courbes, c'est-à-dire des courbes de maturité qui montrent clairement quand ça descend, c'est Bordeaux. Non, mais il y a des comme San Giusto Alentenano, qui est une de mes propriétés favorites en Toscane. Ils font ça sur chaque bouteille. D'accord. Tu peux aller voir et te disent c'est comme ça ou c'est comme ça. Voilà, ouais, Donc ça te dit, ça te donne, ouais. c'est très bien. Ouais. Vas-y, toi, tu veux peut-être présenter le. Non, je suis le Cabernet. très brièvement. Donc c'est un Bordeaux Blend de Napa Valley qui s'appelle Contessa. C'est un 2014. Donc là, quand même, tu regardes la robe, c'est vraiment, c'est presque un encrier. Enfin bon, c'est le Cabernet qui domine. C'est très profond, c'est un vin jeune. Le sang du peuple. C'est le. Mais on voit très bien, c'est un vin jeune, mais on voit très bien effectivement la différence qu'il peut y avoir avec les deux autres vins, notamment avec l'évolution, avec la Bordeaux. côte-rôtie. Non, surtout la côte-rôtie. Oui, la côte-rôtie aussi, oui. Et en fait, je pense que quand on le boit séparément, ça probablement passe pour un Napa fin. Mais quand on commence à le comparer avec une côte-rôtie et un Bordeaux, notamment le Pomerol que tu as présenté, Jean-Pierre, on voit tout de suite la différence. Et même si c'est un vin très balancé, très agréable dans le contexte d'un vin américain, ça reste un vin beaucoup plus lourd quand même, et beaucoup plus fruité, beaucoup plus alcoolisé. C'est du 14,5. Et là, l'alcool est quand même très très présent notamment par rapport aux deux précédents, je trouve. Mais ça, c'est ce à quoi on doit s'attendre avec un bon Napa. C'est vraiment, à mon avis, pour moi, il y a deux sortes, bon, il ne faut pas trop généraliser, mais deux grandes catégories de Napa excellents. C'est ceux qui sont d'un côté sur le fruit, extrêmement forts et fiers de l'être, qui n'ont aucun complexe là-dessus. C'est vraiment l'attraction du truc, c'est des boules de joie, Voilà, si tu veux. oui. Et puis il y en a qui ont Des bombes. cette espèce de réticence qu'ils essayent de reconstituer, qui vient de leur expérience avec les assemblages bordelais, qui sont peut-être un peu moins exubérants, plus réticents, mais aussi très distincts avec cette espèce de joie de vivre qu'on décèle chez les Napa. Donc comme Foreman, par exemple, qui est aussi plutôt bordelais. Donc il y a les deux, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi, parce que quand on va chez Napa, c'est pas un Bourgogne, c'est pas une côte-rôtie, c'est un vin avec beaucoup de puissance si tu compares, et beaucoup de joie. Si tu compares effectivement un blend de Bordeaux de Napa avec un Bordeaux, tu vas faire une différence tout de suite. Il va identifier tout de suite qui est bordelais et qui est Napa.
Tandis que si tu fais un blind tasting simplement sur les vins De Bordeaux. de Napa, tu vas te dire celui-là est beaucoup plus Bordeaux Ouais. que tous les autres. Parce qu'il a un peu plus, il a un peu moins de. C'est parce qu'il a un peu plus de réticence. Il a plus- C'est voilà, tout. c'est ça. C'est pas, c'est ça qui est drôle. Il y a une autre façon de le voir aussi, Oui. c'est que le Bordeaux, le Napa, à peu près une demi-heure après, on le sent tout de suite, c'est le coup de bambou quand même. Hein. Ce Oui, sont mais des vins... il a quand même évolué par rapport au Oui, moment où on mais l'a ils sont commencé à très boire. alcoolisés quand même. Bah, ils sont très alcoolisés Et parce là, qu'en plus, oui. Donc je 14 vous demi. conseille de ne pas le boire quand même à midi sous un soleil de Provence dehors. Il Non. vaut mieux prendre ça le soir, tranquillement Juste à la avant fraîche. avant le lit. Voilà. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, quand j'ai trouvé au départ, quand j'ai bu ce vin, il est extrêmement plaisant. C'est-à-dire qu'il est fait pour plaire. Alors, on peut Fait se méfier, plaisir. des trucs qui fait pour Fait plaire, plaisir. c'est un peu suspect. Hein. Mais non, Oui. il est plaisant, il est très, très agréable. Il est bien fait. Il Et est bien j'avais fait. dit à Emmanuel, parce que c'est lui qui a mis la bouteille, c'est étonnant, j'ai pratiquement la même sensation au nez et en bouche. C'est vrai, tu as dit ça, oui. Et ça reste vrai. Traduction parfaite. Ben oui, alors, on imagine, ça c'est un peu comme le nectar des dieux, quoi, hein, un petit peu. Mais alors, évidemment, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est une qualité parce que c'est un vin... Laissez-moi vérifier quand même, hein. Mais c'est un vin qui reste extrêmement constant, etc. Donc très très plaisant pour accompagner un plat, par exemple. Et d'un autre côté, ça fait 2 heures, je me demande comment le décrire au nez. Et Oui. je n'arrive pas. Un coup j'ai le fruit, un coup j'ai pas le fruit. Si t'as le fruit, t'as les Mais myrtilles, oui, mais c'est un les fruit, blueberries. j'arrive pas. Oh, les blueberries, alors Oui, là, c'est cabernet, c'est Comparé blueberries. aux deux autres, c'est assez jammy quand même. Oui, Oui, c'est quand oui, même non, une mais on le sent, confiture mais de j'arrive myrtilles. pas. Confituré de fruits Il y a de la confiture. Fruits rouges de fruits et noirs. rouges, mais Exactement. de fruits rouges. Pas rouge, pas framboise, Non, pas framboise. Non, mais pas plutôt framboise. myrtille, plutôt un peu Rouge moins. noir, rouge C'est foncé. ça, un peu moins Voilà. acerbe. Mais quand même, il n'y a pas que ça. Et il est assez difficile à caractériser en bouche, à mon Mais avis. parce que t'as beaucoup d'alcool aussi. Voilà. Ben oui. Donc du coup, on en reboit. Pour essayer de comprendre, C'est on un n'arrête miracle pas, parce que on n'arrête pas d'en Vous boire. connaissez Gassan, c'est quand même un autre fureur là, et il veut absolument qu'on garde du vin dans les bouteilles. Alors, on a eu du mal à ne pas le regoûter. C'est juste pour pouvoir partager avec vous. Voilà. Ceci étant dit, on vous a fait attendre un peu longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette dégustation. Cheers Cheers. Saluti. et à Salut. très bientôt. Et nous vous saluons de la part des 3 Julieuderies, n'est-ce pas?